bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis soirs de 20h à 21h pour votre émission Santé 10. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous parlons de la trisomie 21 et de déficience intellectuelle. Nous avons avec nous des personnes, des professionnels, mais aussi des personnes atteintes de la maladie qui pourront échanger avec nous. N'oubliez surtout pas que cette émission, nous la faisons ensemble. Vous pouvez nous appeler en deuxième partie d'émission au 05 90 96 10 10. Ma collaboratrice Milly sera là pour bien s'occuper de vous. Et puis vous pouvez aussi sur le Facebook Santé 10 laisser toutes vos interrogations, vos ressentis tout au long de cette émission. Tout de suite, place aux invités. Nous allons commencer par dire bonsoir à Sandrine Arnerin. Vous êtes accueillie au KJTL de Petit-Bourg, c'est bien ça? Oui. Merci d'être là, Sandrine. Merci. Juste à côté de vous, Élodie Germain, qui est psychologue. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Monsieur Philippe-Édouard, moniteur éducateur. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Avec un planning aussi chargé que le vôtre. Je me suis renseignée, je sais que c'est pas évident. Tout à fait. Juste à côté de vous, Nadine Darmalingon, qui elle est accueillie au KJTL de Trois-Rivières. Alors juste pour la petite présentation, on va commencer, si vous voulez bien, Élodie Germain, par nous faire une petite définition de la trisomie 21, si vous le voulez bien. Bien sûr. Alors la trisomie 21, aujourd'hui, c'est la cause la plus connue de handicap intellectuel. C'est-à-dire que c'est une affection génétique qui touche les chromosomes. Donc ordinairement, nous arrivons au monde avec 46 chromosomes dans chacune de nos cellules. La personne avec trisomie 21, dès les premiers instants de sa vie fœtale, va se constituer avec 47 chromosomes. C'est-à-dire qu'au niveau du chromosome 21, au lieu d'en avoir 2, elle va en avoir 3. Donc ce chromosome 21, c'est un tout petit chromosome, mais en fait il va avoir une influence dans l'ensemble des domaines de la vie de la personne. Donc on va avoir des manifestations qui vont se voir de façon visible avec des traits assez caractéristiques. Donc la personne a les yeux bridés, le nez aplati, la nuque plus aplatie aussi et plus épaisse. Au niveau des naissances, les bébés ils naissent avec une hypotonie et une hyperlaxité, c'est-à-dire que les muscles sont plus mous et les ligaments sont plus souples. Donc ça va engendrer des conséquences dans le développement psychomoteur, c'est-à-dire la capacité qu'aura l'enfant à apprendre à ramper, à se mettre debout, à marcher. Ça va être aussi associé au niveau médical à certaines affections particulières et plus fréquentes, comme les pathologies cardiaques, les pathologies digestives ou touchant la sphère ORL. Et comme pour l'hypotonie, ça va avoir des conséquences autres, c'est-à-dire que par exemple les atteintes ORL peuvent avoir un impact dans des troubles de l'élocution par exemple. Et puis, il y a aussi cette déficience intellectuelle qui nous réunit ce soir, mais qui est excessivement variable d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que je n'ai pas fait une liste exhaustive de l'ensemble des symptômes qui peuvent être créés par ce chromosome 21 supplémentaire, parce que ce qui est vraiment important, c'est l'environnement dans lequel la personne va évoluer. Plus tôt, la personne va pouvoir avoir un bon suivi médical, des stimulations précoces en termes d'orthophonie, de kinésithérapie, de psychomotricité. Et mieux la personne va être armée pour avoir des compétences dans son quotidien par la suite. L'environnement affectif aussi joue un rôle fondamental, puisque la manière dont cet enfant va être accueilli dès la naissance, déjà par sa famille, puis plus tard par la communauté dans laquelle il va baigner, tout ça, ça va impacter sa construction identitaire, sa confiance en lui, comment est-ce qu'il va se sentir à l'aise et comment est-ce qu'il va pouvoir développer des compétences et puis sa capacité à s'exprimer aussi. Alors, et ce soir, on a la chance d'avoir sur le plateau, d'un côté, Nadine Darmalingon, qui est accueillie au KJTL de Trois-Rivières, qui, elle, est trisomique. Et justement, à côté, on a Sandrine, qui, elle, n'est pas trisomique, mais en fait, sa maman, on en a discuté un petit peu, et elle m'expliquait que elle a développé elle-même, donc c'est pas génétique, elle a développé
elle-même sa pathologie. Et en fait, elle m'expliquait, la maman, qu'elle a un chromosome qui ne s'est pas développé correctement, notamment le 19. Alors, je sais que Sandrine a la maladie de Williams-Bleuler, voilà, qui est une maladie génétique puisqu'elle touche les chromosomes en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas une hérédité génétique. Voilà, c'est pas une hérédité. Voilà, c'est ce que mais ça touche quand même les gènes puisque ça touche les chromosomes. Maintenant, à côté, ça va générer des syndromes un peu apparentés à la trisomie 21, dont notamment au niveau visible, un certain nombre d'expressions somatiques, et puis cette déficience intellectuelle, des pathologies cardiaques qu'on peut retrouver dans ce type de pathologie, quoi. Très bien. Vous deux, hein, Nadine et Sandrine, vous êtes toutes les deux accueillies au KJTL. Alors, une du côté de Petit-Bourg, l'autre du côté de Trois-Rivières. Vous allez tout à l'heure nous expliquer comment ça se passe là-bas, qu'est-ce que vous faites au KJTL. Mais juste avant, vous avez sûrement envie, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, vous avez envie de savoir, mais qu'est-ce que le KJTL? On va en parler avec Philippe Édouard, qui est moniteur éducateur au KJTL, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, déjà, à l'origine, l'établissement ne s'appelait pas le KJTL. Hein. Au départ, il s'appelait le foyer de vie, le MAPO, qui a été créé en 1989 par les parents d'enfants avec trisomie 21. Et donc, l'établissement, au sein de cet établissement, on avait exclusivement des personnes avec trisomie 21. Et c'est vrai que c'est à partir des années 2000 que le KJTL, donc le CAJTL, a été créé. Donc c'est le centre d'activité de jour, d'initiation au travail et au loisir, a ouvert effectivement son champ d'action en termes de public. Et maintenant, d'ailleurs, accueille des personnes en situation de handicap et aussi des personnes trisomie 21. D'accord, donc au début c'était que la trisomie 21 et petit à petit... on a ouvert effectivement, on donne la possibilité à d'autres publics de pouvoir fréquenter l'établissement. Vous accueillez que des adultes? Alors nous accueillons exclusivement des adultes âgés de 20 à 60 ans. D'accord, 20 à 60 ans. Voilà. Est-ce que... alors je vais me retourner un petit peu vers Nadine d'Armalingon qui, je vous rappelle, est accueillie au KJTL de Trois-Rivières. Nadine, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais là-bas au KJTL? J'étais à KJTL, à apprendre à faire la table. Oui, à mettre la table. À mettre des couteaux, fourchettes. Les couverts. Les sets. Mettre des pH. Et mettre des couteaux aussi. Alors, tu apprends à mettre les couverts, tu apprends à mettre la table. Oui. Est-ce que tu apprends cela pour aller travailler un jour? Je vais me travailler pour les projets, pour les stages à conteneurs aussi. Alors, en fait, Nadine a parlé de son envie de faire un stage dans une école maternelle. Et elle est dans un atelier qui s'appelle Art de la table, où effectivement, elle apprend à mettre le couvert, entre autres, puisqu'il y a il y a beaucoup de supports autour de cet atelier qui permettent aux personnes de développer des apprentissages de tout ordre. Alors Sandrine aussi, elle est accueillie au KJTL, elle de Petit-Bourg. Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours quand tu es arrivée au KJTL? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Tu as quel âge aujourd'hui, Sandrine? J'ai déjà 24 ans. 24 ans. Voilà. Alors, est-ce que tu te rappelles quand tu es arrivée et un petit peu le parcours que tu as eu au KJTL? Le parcours de KJTL, c'était un peu difficile quand j'ai entré au début. Au début, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas du tout comment ça passait pour moi et tout. Mais après, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à mettre le couvert et tout. J'ai appris aussi l'informatique. L'informatique, oui. Et j'ai appris de bricolage aussi. Et couture. Et découvert. Tu aimerais travailler plus tard? Oui. Et au KJTL, tout ce que tu apprends, tu aimerais l'utiliser pour aller travailler? Voilà. C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail? Quand on travaille, je vais bien faire ce que je veux faire.
Là, je cherche un peu. Peut-être un petit peu chanteuse, non? Parce que moi, j'ai découvert... Oui, j'aime bien. Peut-être ça pour moi. Moi, j'aime bien faire chanteuse. Quoi. Oui, parce que moi, j'ai été fouiller un petit peu. J'ai fait quelques petites recherches et je voudrais saluer ma source, si vous me le permettez, parce qu'il y a une personne qui m'a aidée à mettre en place cette émission et qui m'a parlé un petit peu de Sandrine et de Nadine, toutes les deux chanteuses. Oui. On va en parler tout à l'heure. C'est monsieur Louis Pommier qui travaille aussi avec votre équipe. J'aimerais le saluer, qui est un frère de cœur et qui m'a un petit peu épaulé pour mettre en place cette émission. Merci Louis. Je sais qu'il nous regarde en ce moment. Alors on a deux chanteuses avec nous, Élodie. Tout à fait, Il faut le dire, parce que dans vos ateliers, dans les ateliers du KJTL, on a de la musique. Ah oui, alors je dirais plus que, en fait, c'est l'un des ateliers qu'ils préfèrent le plus. Alors quand ils sont en musique, les personnes accueillies sont à leur aise. Hein. Et c'est vrai qu'on découvre des choses extraordinaires du fait que ils interprètent des chants que même moi peut-être je suis incapable d'interpréter. Donc c'est vrai qu'il faut venir voir justement. C'est une occasion qui nous est permis de nous exprimer par rapport à ce soir lors de notre spectacle qui aura lieu le 22. Hein, oui, parce que le KJTL a déjà 30 ans. On va en parler tout à l'heure. Et pour les 30 ans du KJTL, c'est toute une semaine d'activité et ouvert à tous. Hein, on pourra vraiment en profiter et venir voir comment ça se passe. Alors, juste avant de parler de cette partie un peu festive, j'aimerais revenir sur la trisomie 21 et vous poser quelques petites questions, Élodie, si possible. Hein. Il y a plusieurs types de trisomie. Alors, n'importe quel chromosome peut être touché par une trisomie. Maintenant, c'est vrai que c'est la trisomie 21 qui est la plus fréquente parce que c'est dans cette forme de trisomie que les personnes ont le plus d'espérance de vie. Il existe d'autres types de trisomie, mais les personnes en général, quand elles naissent, quand il n'y a pas de fausse couche en fait, quand elles naissent, soit dans des conditions de vie qui ne permettent pas une espérance de vie très longue en fait. Donc, les personnes atteintes de trisomie 21 ont toutes une déficience intellectuelle. Oui, alors elles ont toutes une déficience intellectuelle, maintenant qui va être, comme je le disais tout à l'heure, excessivement variable. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont avoir des déficiences intellectuelles légères et qui ne vont pas avoir beaucoup de problèmes d'adaptation au quotidien. Vous allez avoir des personnes qui ont des déficiences un peu plus lourdes, mais ça n'empêchera en rien qu'elles puissent être insérées dans la vie dans la société, professionnelle. dans la vie. Et même dans la vie professionnelle, nous avons eu plusieurs surprises en fait, hein, parce que c'est vrai que sur le papier, des fois, alors moi, mon travail, c'est d'être psychologue, donc forcément... il y a une partie qui consiste à évaluer un peu pour voir au niveau cognitif comment la personne elle réfléchit, etc. Et c'est vrai que des fois on peut voir que il y a certaines limites. Alors on se dit sur le papier ça va être compliqué, et puis en fait la personne avec ses atouts en termes de personnalité, puisqu'elle aura réussi à puiser dans son environnement, va être capable en fait de réaliser des choses où on ne l'attendait pas en fait. Donc ils nous surprennent régulièrement en fait. Un enfant qui a la trisomie 21 va à l'école comme tous les autres enfants? Alors aujourd'hui c'est de plus en plus fréquent. On parle beaucoup d'inclusion en ce moment justement pour changer le regard sur la personne en situation de handicap intellectuel de façon générale. Maintenant ça reste quand même... alors les enfants vont à l'école, à la maternelle. Ensuite, c'est dans la suite du parcours où les choses commencent à se compliquer un petit peu, quoi. Alors, mais c'est vrai qu'on est quand même porté par cette dynamique d'inclusion en ce moment. Mais quelqu'un qui a la trisomie 21 peut lire, peut écrire. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes accueillies au KJTL. Alors sur celui de Petit-Bourg notamment, qui lisent et qui écrivent. Et d'ailleurs, on pourra le voir notamment lors de la manifestation, quoi. Pour les 30 ans. C'est ça. On va en parler tout à l'heure, puisque il y aura vraiment énormément de choses. Et il va falloir donner le programme en détail aux téléspectateurs, puisque moi, quand je l'ai vu, ce programme,
Au début, quand je l'ai regardé, je me disais, je regarde pour savoir où j'irai. Et finalement, je me surprends à vouloir aller partout. C'est vraiment une semaine très riche, on vous en parle dans un petit moment. Est-ce qu'une personne qui a la trisomie 21 devient autonome et peut vivre normalement, aller travailler et vivre normalement? Alors, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure là. On a parlé d'ateliers. Effectivement, ils sont dans des ateliers d'apprentissage. Effectivement, ces ateliers leur permettent de développer des compétences. Et c'est vrai qu'en fonction de leurs compétences, d'accord, et en fonction du comportement aussi, parce que ça c'est important, on essaie de leur permettre de faire des stages. Des stages soit en milieu ordinaire de travail ou des stages en milieu spécialisé comme les ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, où effectivement ils peuvent s'exprimer en termes de travail professionnellement, et en fonction des résultats qu'ils ont donnés durant ces différentes périodes de stage, dans la possibilité, parce qu'en fait, pouvoir être inséré dans le monde du travail, notamment parce que dans le milieu ordinaire, c'est compliqué. C'est très compliqué puisque les chefs d'entreprise ne sont pas forcément trop intéressés pour embaucher des personnes en situation de handicap, même si effectivement la loi leur permet de le faire. Mais on a plus la possibilité de les insérer dans les ESAT. Comme je disais, dans les établissements et services d'aide par le travail, où effectivement ils peuvent avoir le statut de travail handicapé et pouvoir travailler, gagner un salaire correct en fait. Et c'est vrai que c'est un combat que nous menons au quotidien, c'est une lutte. Et nous voulons vraiment changer les regards de la personne langa, effectivement, face à la différence, et montrer que au-delà du handicap, il y a des compétences et on a des hommes et des femmes en face de nous et qui sont tout à fait capables de faire des choses comme nous, quoi. Et ça, on essaie de le marteler. C'est vraiment un combat au quotidien, oui. Alors, tout à l'heure, quand on va parler du programme des 30 ans du KJTL, j'espère que Sandrine et Nadine pourront m'en dire un petit peu plus, parce que visiblement, nos deux stars vont chanter. Et là, il va falloir m'expliquer un petit peu tout ça. Élodie, une personne qui a la trisomie 21 peut avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle? Ça, c'est une belle question. C'est une question qui est fondamentale en fait. Donc c'est vrai qu'avec les nouvelles générations, on voit que les lignes bougent un petit peu. Elles parlent un petit peu plus facilement de leur désir d'avoir une petite amie ou une petite copine. Mais en fait, c'est une question qui est encore remplie d'interdits et de tabous. Et pourtant, c'est une question qui doit être parlée d'abord dans l'entourage familial, puisque pour des raisons de protection, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que les personnes avec un handicap intellectuel, ou tout handicap confondu d'ailleurs, sont des personnes qui sont plus vulnérables aux abus et aux agressions sexuelles. Oui. Une personne qui n'a pas été habituée à connaître son intimité, à savoir reconnaître ce qu'elle a le droit de recevoir et ce qu'elle a envie de recevoir, c'est une personne qui ne va pas être en mesure de voir aussi des marques d'abus et non plus de les dénoncer. Alors ça, c'est pour le côté protection, mais au-delà de cet aspect, le côté humain, c'est-à-dire que la vie affective et sexuelle ne se résume pas à la génitalité. On parle de la relation à l'autre, on parle des émotions. Donc priver la personne de cet aspect-là, de la capacité d'être dans le plaisir, dans la relation avec l'autre ou avec soi-même, c'est ramener à chaque fois la personne dans une dynamique d'objets de soins, d'objets de réadaptation, d'objets de réparation en fait, où on va essayer de gommer un peu les traits, mais on va retirer toute la dynamique de sujets désirants, de personnes qui a des attentes, des besoins. Ça fait partie des rôles de professionnels au KJTL, que d'expliquer tout cela, que de travailler tout cela avec les personnes porteuses de trisomie 21. Ça se travaille avec les personnes que nous accueillons. Et ça se travaille avec des familles, donc ce sont des sujets qui sont délicats parce que c'est très anxiogène pour les familles de se projeter, parce que quand vous avez à la maison quelqu'un qui a des dépendances,
et qu'en même temps il faut se projeter sur ben oui mais c'est un adulte avec des besoins, des désirs, on peut comprendre que le parent il a un peu de mal à se positionner. Mais c'est vrai que c'est une éducation qui commence dès la prime enfance. Est-ce que les personnes qui sont atteintes de cette maladie sont conscients d'avoir cette maladie? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, la conscience ne va... Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que les choses ne se passent jamais comme on l'a prévu. Donc, elles ne vont pas venir en nous disant, en tout cas, sauf si dans... Alors voilà, c'est comme pour la sexualité, c'est-à-dire que lorsqu'un sujet a été tabou, il ne peut pas être parlé. Donc, si ça a été un sujet qui a été verbalisé depuis l'enfance et que ça ne pose pas de difficultés, qu'on a réussi à dépasser les angoisses associées à ça, la personne peut en parler. Elle peut dire, ben oui, ça me dérange, etc. Mais je vais quand même rester sur ce qu'on rencontre dans le quotidien. Elles vont parler à travers ce qu'elles observent. C'est-à-dire que la conscience va se faire à travers le frère ou la sœur qui était plus petit et puis là qui va à l'école, au collège alors que ben elle a l'impression de stagner, puis qui va faire les études, donc qui part et puis qui rencontre quelqu'un et puis qui va se marier, et en fait à chaque étape de vie il y a des choses qui vont se réactualiser comme ça, et c'est de cette manière-là qu'elle nous parle des difficultés qui sont associées à leur handicap. Une personne qui a la trisomie 21 a les mêmes droits que tout un chacun? Bien sûr, puisque ce sont des adultes, ce sont des hommes et des femmes comme nous-mêmes. Donc eux aussi, ils ont droit, parce que justement, et ça tombe bien que vous me posez cette question, puisque nous faisons un travail d'inclusion. Donc effectivement, nous essayons de permettre à ces personnes d'aller de plus en plus à la rencontre de la population guadeloupéenne. Donc nous avons déjà eu l'occasion de faire des... Une manière aussi de... entre guillemets, d'obliger l'autre à les accepter plus facilement qu'avant. Non, on ne va pas les obliger. C'est-à-dire que nous, on a cette démarche d'aller vers l'autre. Mais c'est vrai aussi, on veut surtout sensibiliser le tout public, la population guadeloupéenne, au handicap. Expliquer ce qu'est le handicap et comment fonctionnent les personnes en situation de handicap. Et à ce moment-là, ce sera à eux de faire donner leur... Voilà, de dire s'ils acceptent ou pas le handicap. Mais il n'y a pas d'obligation de l'accepter. Mais c'est vrai que nous... Chacun fait avec son ressenti, avec son cœur, avec son côté humain. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est... quand nous allons dans les écoles, par exemple, nous essayons d'intervenir chez les scolaires, notamment. Donc à la base, pour vraiment permettre aux personnes de conscientiser, on a dit, de conscientiser un petit peu le handicap de chacun et de prendre conscience que ce sont des personnes qui sont tout à fait comme nous et qui existent et qui sont là avec nous. Et ils ont du potentiel. Tout à fait. Et justement, vous qui êtes moniteur, éducateur, oui, avec vos collègues, c'est aussi votre rôle de faire ressortir ce potentiel qu'ils ont en eux. C'est notre rôle, effectivement, mais au-delà de notre rôle, je parle plus d'engagement. Parce qu'effectivement, de toutes les manières, il y a une demande. De plus en plus, les personnes que nous accueillons fonctionnent avec leur temps. Ils ont leur portable. Ils disent qu'ils veulent avoir leur appartement, qu'ils veulent se marier. En fait, voilà. Donc, de toutes les manières, ils nous mettent devant l'évidence. Donc, effectivement, nous, on essaie de les accompagner au maximum à ce niveau-là, mais pour leur permettre de grandir, tout simplement. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour l'évolution des représentations autour de l'handicap? Alors, tu devais répondre. Alors, en fait, nous avons déjà commencé par mettre en place ce qu'il disait Philippe sur le fait d'aller à travers dans les écoles, de parler du handicap pour sensibiliser les jeunes notre jeune population, bien sûr, parce que ce qui va bouger les représentations du handicap, c'est la rencontre. Donc la rencontre avec l'autre. D'ailleurs, ce soir, c'est une rencontre qu'on fait puisqu'on informe, on permet à des personnes qui ont cette difficulté de s'exprimer, et en fait, c'est à travers cette rencontre qu'on va pouvoir en fait dépasser un certain nombre de représentations, de stéréotypes, parce qu'il y en a beaucoup sur les personnes en situation de handicap et notamment du handicap intellectuel. Et il n'y a qu'à travers la rencontre qu'on peut bouger les attitudes.
Et c'est vrai qu'on parlait, sans te couper Elodie, on parlait de sorties pédagogiques. C'est vrai que permettre aux usagers, effectivement des personnes accueillies, de pouvoir aller vers les établissements, puisque ça aussi on le fait, on leur permet d'aller à la rencontre d'entreprises, de professionnels divers. Et effectivement, voilà, ils expliquent qui ils sont. Et c'est vrai que là aussi, je pense que c'est un combat. Je parle de combat en permanence parce que c'est vraiment ça, c'est une lutte permanente. Parce que même si on pense que le handicap est mieux vu et mieux reconnu, c'est pas si évident que ça. Donc c'est un travail qui est permanent. Donc nous essayons vraiment de leur permettre d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre de la population et de faire en sorte que leur quotidien soit meilleur chaque jour, jour, de faire en sorte que... Parce qu'ils sont demandeurs, d'ailleurs. Et ça me permet de faire une petite transition, puisque les téléspectateurs ont le droit de savoir ce qui se passe avant l'émission. Eh bien, Sandrine est arrivée avant tout le monde. Et à ma grande surprise, c'est Sandrine qui m'a aidée à finaliser toutes mes questions. Non, mais je suis... Vous êtes étonnée, Elodie? Je suis sûre que non. Non, pas plus que ça en réalité. Connaissant le personnage. Mais oui, voilà, elle est arrivée, j'étais en train de lire des petites choses et tout. Elle m'a donné quelques petites choses à rajouter et tout. Et ça s'est super bien passé. Vous qui prenez en cours l'émission, j'aimerais vous rappeler que ce soir, dans votre émission Santé 10, nous parlons de la trisomie 21, de déficience intellectuelle. Nous avons avec nous... Excusez-nous. Nous avons avec nous Sandrine Arnerin qui est accueillie au KJTL de Petit-Bourg. Juste à côté d'elle, Élodie Germain qui est psychologue, Monsieur Philippe Édouard qui est moniteur éducateur, et juste à côté Nadine Darmalingon qui elle est accueillie au KJTL de Trois-Rivières. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, moi j'aimerais que nous puissions parler des 30 ans. Pourquoi parler des 30 ans du KJTL? C'est parce qu'il y a une semaine de manifestation, mais vraiment de quoi nous informer, de quoi nous divertir aussi, mais surtout de quoi nous informer. Est-ce que, avant de rentrer vraiment dans le fond du programme, est-ce que vous permettez que je puisse demander un petit peu à Sandrine et à Nadine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les 30 ans, une semaine de manifestation, qu'est-ce qui va se passer, Sandrine? Le lundi 18, il y a la journée porte ouverte. Et le mardi, il y a le débat. D'accord. Et le jeudi, il y a le débat encore. Et le vendredi, il y a le spectacle à l'archipel. Un spectacle à l'archipel. Voilà. Et venez à nombreux nous soutenir et passer un bon moment avec nous. Et il faut acheter le ticket maintenant parce que sinon on n'aura plus le ticket. Wow. Alors si avec ça, vous n'achetez pas le ticket, alors là, c'est super. Alors, un spectacle carrément à l'archipel. Et le samedi 23, il y a la défilé mode à la salle de la Menthe. Défilé de mode. Voilà. Attention. Nadine, dans ce spectacle, vous allez chanter? Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans le spectacle? Il y a pas chanter, il y a pas la danse, il y a pas danser. Il y aura des musiciens avec vous? Ah oui. Et qu'est-ce que tu vas chanter, toi? Et AJTL. Tu peux nous chanter un petit bout? Non, AJTL. Est-ce que tu peux chanter quelque chose pour nous? Chante pour moi, que je puisse voir. Je paye pour nous monter, je paye pour commencer. S'ils ont paré pour lever monter. C'est ça. Et s'ils ont paré pour nous commencer. C'est ça. Très bien. Et Sandrine, donc du coup, au spectacle à l'archipel, toi aussi, tu seras sur la scène? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire sur la scène? Je vais chanter. Chanter aussi, avec des musiciens. Voilà. Qu'est-ce que tu vas chanter? Je vais chanter Nouveau Travail. Nouveau Travail, est-ce que tu peux nous redonner un petit morceau? Ok. Nouveau Travail. Nouveau travail, nous travail ici dans. Yové travail, Bayo travail ici dans. Le message passe en même temps. C'est bien, Sandrine. Merci. Alors, Philippe Édouard, je rappelle, vous êtes moniteur éducateur, notamment au KJTL. Tout à fait. 30 ans Oui. déjà. Oui. Une semaine de manifestation. Nous, on veut tout savoir.
Oui. Alors, une très belle semaine de manifestation. Alors, je voudrais vous dire d'emblée, c'est la semaine prochaine de tous laisser de côté et de venir nous voir durant toute la semaine si vous avez l'opportunité de le faire. Parce qu'effectivement, on commence le 18 novembre, avec 2 journées portes ouvertes, puisqu'on a 2 modules, un module à Trois-Rivières et l'autre à Petit-Bourg. Donc sur les 2 modules, nous aurons une journée porte ouverte où effectivement, on va valoriser le travail qu'a effectué les personnes accueillies durant pratiquement une année. Donc ça sera l'opportunité pour le public de venir, de venir visiter un petit peu. Permettez-moi de dire aux téléspectateurs que tout à l'heure, l'affiche sera à l'écran et vous pourrez voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc ça sera l'occasion pour le public de venir voir un petit peu le travail des personnes accueillies depuis plus d'une année, et aussi acheter. Et c'est surtout ça, acheter ce que nous proposons. Et c'est vrai que je pense que vous serez vous êtes très émerveillés à l'idée de voir tous les produits, des produits artisanaux. Enfin, voilà, je préfère, je ne dirai pas tout, mais je préfère que vous puissiez venir voir, et vous ne serez certainement pas déçus. Voilà. Alors ça, c'est le 18, voilà. Donc le mardi 19, alors on a une causerie débat, d'accord. Alors il y aura une causerie débat le mardi 19, mais aussi une causerie débat le 21. Précisément. Le sujet, sur quoi allons-nous débattre ? Le thème, c'est donc du mongolien à la personne avec trisomie 21, puisque avant, les personnes avec trisomie 21, on les appelait des mongoliens. Oui. Je note au passage que c'est un terme qui est excessivement péjoratif et qu'il faut abolir, puisque je l'entends encore à certains moments. Et c'est vraiment un terme qui met en lien une cause avec une affection génétique et une population, un groupe ethnique. Ça n'a pas de sens. Et quand il est arrivé, ce terme, c'était quand même à une époque où on était beaucoup dans l'explication des difficultés à travers, dans des formes raciales, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait la supériorité de la race blanche. Et en fait, c'était vécu comme une régression raciale, donc la régression mongolienne. Donc, je pose ça parce que ça permettra d'éveiller les consciences sur ce terme qui est encore utilisé aujourd'hui comme une insulte. On l'entend, moi je l'entends beaucoup au niveau des jeunes populations qui le disent comme une insulte. Donc voilà, j'espère que ce sera entendu. D'où l'intérêt de venir échanger. Voilà. Bocanté, qu'on nous a dit, sur ce sujet, le mardi et le jeudi. Très bien. Voilà. Et on sera exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce sera d'interroger les représentations sociales, donc du handicap intellectuel en Guadeloupe en particulier. On aura la chance d'avoir des sociologues qui seront avec nous, qui pourront apporter des éléments au débat. Et nous espérons que justement cette rencontre se fera à travers des échanges. Et donc le clou de cette semaine événementielle, ce sera le vendredi 22, d'accord, où nous allons offrir au public 2 spectacles. Alors, ça qui se fera sur 2 temps, donc le matin, d'accord, à partir de 9h30 jusqu'à 11h30, où nous allons recevoir un public de scolaires, de lycéens, de collégiens, etc., mais aussi des personnes provenant d'établissements socio-médico-sociaux. Donc, ça sera un prix très attractif pour le matin, 5 €. Donc, toujours à l'archipel. Toujours à l'archipel, donc 5 € pour ce public, d'accord. Du matin. Du matin, précisément. Et le soir, tout public, 20 €. Et là, effectivement, les personnes pourront venir découvrir vraiment le potentiel des personnes en situation de handicap. Et quand je vous dis le potentiel, je pense que vous allez répéter, quand vous verrez ce spectacle-là, les jours d'après, je pense que voilà, vous allez arriver en permanence. Et c'est vrai qu'il faut vraiment venir voir parce que on aura de la danse, on aura des contes, enfin, on aura un panel de prestations véritablement qui conviendra de voir en fait. Voilà. On sera au rendez-vous. Alors Nadine, prête pour le spectacle ? Oui. Ou on répète encore ? Les répétitions continuent ? Elle est tenue. Et c'est qui vous fait répéter ? Monsieur Pommier. Monsieur Pommier ? Oui. Et ça se passe bien, il est gentil, Monsieur Pommier ? Il est gentil.
Il nous regarde en ce moment. Il doit être tout content, heureux de vous voir à la télé, de vous entendre vous exprimer, de vous entendre parler de lui et de ce que vous faites avec lui. Sandrine, ça se passe bien avec Monsieur Pommier? Oui, ça va. Ouais, vous aimez bien cet atelier? Oui, je suis prête. Voilà, je suis prête, elle est prête pour son spectacle. Mais, excusez-moi, permettez-moi de préciser, effectivement, M. Pommier, effectivement, il fait un travail conséquent avec les usagers, mais c'est vrai c'est vraiment une équipe, le KJTL, c'est vraiment une équipe, les deux modules sont mobilisés vraiment à 100% pour que cette manifestation, cette semaine événementielle, en tout cas, soit une réussite. Donc c'est vrai que, voilà, nous sommes tous concernés et nous voulons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Voilà, pour que cette manifestation soit vraiment une réussite. Vous savez que dans cette émission Santé 10, je ne suis pas toute seule. J'aimerais déjà saluer les deux réalisateurs qui sont là ce soir, Zébris et Daniel. Merci pour le travail que vous faites, messieurs. Et puis, j'aimerais retrouver ma collaboratrice Milly qui réceptionne les questions et qui, quand vous appelez au 05 90 96 10 10 pour donner votre ressenti ou poser une question, eh bien, c'est elle qui décroche, c'est elle qui s'occupe de vous. Milly, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux téléspectateurs et aux intervenants. Comment allez-vous? Très très bien, merci, ça va. Alors la première partie de l'émission, ça vous convient? Pour l'instant, tout va bien? Magnifique. Est-ce qu'on a déjà quelques questions sur notre Facebook Santé 10? Pas une, mais des questions et beaucoup d'appels. Très bien. Voilà, alors la première question qui vient de Lydie. Existe-t-il une trisomie qu'on retrouve souvent chez les Noirs? Alors, la trisomie 21 n'a aucun lien avec ni une origine ethnique, d'ailleurs c'est pour ça que je précisais tout à l'heure le terme mongolien qu'il fallait abolir, ni avec un statut économique. En fait, il n'y a pas de cause à la trisomie 21, c'est un accident génétique qui se produit au moment de la fécondation en fait. Et le seul facteur de risque qu'on a pu déceler, c'est l'âge avancé des mamans. Mais sinon, il n'y a pas de cause à la trisomie raciale, en tout cas. Une autre question, Milly? Oui, une autre question. Une intervenante qui demande comment faire l'éducation sexuelle des personnes atteintes de trisomie, comment éviter les grossesses, comment éviter les abus sexuels, enfin, est-ce qu'il y a vraiment un travail en amont à faire? Bien, on avait apporté déjà un élément de réponse. Tout à fait. Mais peut-être que la personne a pris en compte. Tout à fait, mais ça ne me dérange pas de répéter. Je répéterai ça autant de fois qu'il le faudrait parce que c'est quelque chose d'important. Plus un sujet est parlé tôt, plus il est abordé bien évidemment en fonction de l'âge de la personne et en fonction de l'étape de vie dans laquelle elle est, et mieux c'est. La sexualité ne commence pas à 18 ans, ça commence par la connaissance de son corps, par la découverte de comment est-ce qu'il fonctionne et d'apprendre. En fait, c'est de l'éducation qui commence à travers la famille, c'est-à-dire apprendre à savoir gérer les sensations qu'on peut avoir physiques, mais aussi les sensations émotionnelles, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi beaucoup les ressentis, le plaisir de partager avec l'autre. En fait, l'éducation affective et sexuelle se passe d'abord dans ce schéma-là. Et bien évidemment, derrière, il faut qu'il y ait un accompagnement médical aussi pour que la personne puisse avoir ses rendez-vous avec son gynécologue, qu'on puisse, comme pour tout le monde, avoir des temps de dépistage, etc. Ce qui se passe pour nous doit se passer pour ces femmes aussi, je parle au niveau gynécologique. Maintenant, pour tous, l'éducation à la vie affective et sexuelle se fait depuis l'enfance. Très bien. On a quelqu'un avec nous au téléphone, Milly? Absolument, je vous le passe. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui nous parle? Allô, oui, alors je voudrais poser une question parce que je regarde l'émission. Oh, bonsoir. Alors, je voudrais savoir si en Guadeloupe, il y a suffisamment de structures pour recevoir ces personnes en situation d'handicap, parce que je vis en métropole et je sais que ça pose un problème énorme en métropole. Ils sont d'ailleurs obligés
enfants de la région parisienne en Belgique, parce que la Belgique est plus structurée pour pouvoir recevoir cette catégorie de personnes. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez juste nous dire votre prénom? Patrick. Patrick, merci Patrick pour votre question. On vous laisse vous installer tranquillement devant votre téléviseur et on va tout de suite répondre à cette question. Patrick. Merci Patrick. On peut répondre à Patrick? Oui, on peut lui répondre. En fait, on a le même problème en Guadeloupe qu'en métropole, c'est-à-dire qu'il y a une plus forte demande qu'une réponse. Il y a moins de structures que de demandes, quoi. Je suppose, Monsieur Philippe-Édouard, que le KJTL doit être très sollicité. Oui, nous sommes très sollicités du fait qu'effectivement nous sommes peut-être médiatisés, mais c'est vrai que pour répondre un petit peu aux questions à la question l'interrogation de Patrick. De Patrick, moi je dirais que c'est une question d'ordre politique. Vous savez, en termes de politique, le social est le parent pauvre, en fait. Donc, effectivement... Il faut oser le dire. Hein. Il faut le dire. Moi, je pense qu'il faut le dire. C'est délicat, mais il faut le dire. Je crois qu'actuellement, on doit dire la vérité. C'est une vérité. Moi, je pense qu'il faut le dire parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont chez eux, qui sont chez elles, ces personnes. Donc, effectivement, voilà. Et ces personnes souhaiteraient effectivement être dans un établissement médico-social, mais c'est pas forcément possible. Donc nous, effectivement, nous avons un effectif complet. Donc effectivement, on ne peut pas accueillir d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est dommageable. Parce que ces personnes-là aussi, elles mériteraient bien de bénéficier d'un accompagnement spécifique. Tout à fait. On a répondu à Patrick. Malheureusement, on aurait voulu répondre quelque chose de plus positif, une chose plus positive, mais malheureusement, nous avons le même problème que la France métropolitaine. Pas assez de structures pour le nombre de personnes qui auraient eu besoin de centres médico-sociaux. Une autre question, Milly, on a quelqu'un au téléphone? Absolument encore, je te la passe. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, Madame Zabarel, c'est vous? Oui, on vous écoute attentivement, madame. Oui, je suis Annick. Je voulais vous témoigner toute l'estime que j'ai pour vous et l'admiration que je vous porte. Vous ne donnez jamais aux auditeurs et aux téléspectateurs l'idée que vous souffrez et que vous plaignez. Vous resplendissez, particulièrement depuis que vous avez quitté Guadeloupe Première. Je dis merci. Je connais votre parcours. J'ai déjà lu ce que vous vivez. Je connais vos souffrances parce que moi aussi je suis maman, mais j'ai eu la chance d'avoir un grand garçon qui se porte bien. Alors je vous dis, continuez votre combat. Nous sommes avec vous. Vous ne nous connaissez pas, mais nous vous témoignons toute notre admiration, notre courage et cramponnez-vous à cette vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous êtes extraordinaire. Et c'est ça qui va aider les autres mamans et les autres pères. Merci beaucoup. Merci pour votre petit mot. Ça me touche profondément. Et continuez ces émissions. Malheureusement, elles passent pas assez souvent. Merci encore. Madame. Et bonne soirée à toute l'équipe. Merci, on vous embrasse bien fort. Merci. Milly, est-ce que vous avez une autre question? Oui, une autre question. Est-ce que la trisomie est héréditaire? Ce n'est pas... C'est dans de très rares cas héréditaires. C'est-à-dire qu'il existe différents types de trisomie. Donc la trisomie la plus fréquente, c'est la trisomie libre. Donc chaque cellule a 47 chromosomes. Il existe une autre forme de trisomie, c'est la trisomie mosaïque, c'est-à-dire que c'est pas au moment de la fécondation, c'est un petit peu après que ça se passe, ce qui fait qu'il y a une partie des cellules qui a 47 chromosomes et l'autre partie qui a 46, donc c'est pour ça qu'on parle de mosaïque. Et il y a une autre forme de trisomie qui peut être à ce moment-là héréditaire, c'est la trisomie par translocation. Ce qui se passe, c'est que
un parent a le chromosome 21 qui a été se loger sur un autre chromosome. Donc au moment de la formation des gamètes, il se retrouve avec une partie du chromosome 21 plus une partie du chromosome 14 associée à un morceau de chromosome 21. Ce qui fait que, en réalité, dans sa gamète, il y a 2 chromosomes 21 et quand il y aura fécondation, ça fera 3 chromosomes 21. C'est les seuls cas d'hérédité et ce sont des cas qui sont très rares mais qui existent. Une autre question, Émilie ? Les structures KJTL sont-elles publiques ou privées? Est-ce payant? Est-ce prise en charge? Comment faire pour intégrer une structure pareille? Oui, alors nous ne sommes pas une structure privée parce qu'effectivement nous dépendons du conseil départemental qui nous subventionne en termes de dotation, mais aussi il y a une participation des parents, d'accord? Et voilà, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à la question. Et quelles sont les démarches quand quelqu'un veut se rapprocher du KJTL, veut s'inscrire au KJTL, comment doit-on faire? Alors normalement la démarche normale qu'il convient de faire quand vous avez un enfant en situation de handicap, c'est de vous diriger directement vers la MDPH. D'accord? C'est la maison départementale des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que c'est par le biais d'une commission, effectivement, cette commission qui permet effectivement, en fonction du taux, de l'incapacité, c'est cette commission qui permet effectivement d'orienter la personne vers une structure qui pourrait l'accueillir éventuellement. Mais c'est vrai que nous, si par exemple il y a un parent qui serait intéressé de venir un petit peu, en tout cas découvrir ce qu'est le KJTL, ils peuvent toujours venir, ils appellent effectivement et nous leur proposons un rendez-vous et effectivement il y a un échange qui se fait avec la direction et effectivement quand les choses sont possibles leurs enfants peuvent éventuellement intégrer l'établissement. Je voulais juste rajouter que même quand nos effectifs sont remplis, on reçoit toujours les parents pour entendre déjà échanger avec eux, voir un peu où sont leurs difficultés et pour voir aussi quel type de réorientation qu'on peut leur proposer. Même si on ne peut pas recevoir la personne en situation de handicap, il y aura quand même un conseil qui sera... Oui, voilà. Tout à fait. Et parfois aussi, on peut proposer des stages, qui puissent effectuer des stages d'une semaine, de 2 semaines pour découvrir un petit peu l'établissement. Voilà, on ne peut peut-être pas y être tout le temps, mais on arrive quand même à trouver une manière de faire participer à ces activités ou ces stages que vous faites au KJTL. Milly, on a d'autres questions? Oui, une autre question. 2 personnes trisomiques auront obligatoirement un enfant trisomique ou ils peuvent avoir des enfants normaux, entre parenthèses? Alors, 2 personnes avec trisomie 21 peuvent avoir un enfant sans trisomie. Ils auront plus de chances forcément d'avoir un enfant avec trisomie 21. Je ne vais pas rentrer dans les taux parce que je sais que je ne suis pas très bonne en maths et que je vais faire des bêtises. Mais il y a, comme j'expliquais, en fait, nous avons donc 2 chromosomes les chromosomes sont par paire. Au moment des gamètes sexuelles, on se retrouve avec un seul chromosome. Donc, les personnes avec trisomie vont avoir des cellules avec un seul et avec 2. Donc quand les 2 gamètes sexuelles vont se retrouver, si ça tombe sur les 2 gamètes qui ont de part et d'autre un seul bout de chromosome, du coup ça fait une paire de chromosomes et pas 3 chromosomes. Tout simplement. Milly? Une autre question, combien de structures KJTL en Guadeloupe? Alors, nous avons une seule structure. Le KJTL existe. On a 2 modules, ce qu'on disait au départ. Un module à Trois-Rivières et un module à Petit-Bourg. Quand vous dites module, moi j'aurais pensé 2 structures. Mais comme vous faites attention, vous dites une seule structure KJTL, 2 endroits où on peut accueillir, où le KJTL peut accueillir. Voilà, pour que les choses soient peut-être plus compréhensibles, voilà, donc 2 endroits où on peut accueillir des personnes en situation de handicap et atteintes de trisomie 21, donc à Petit-Bourg et à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Voilà.
Mais l'ossature même, c'est le KJTL. Très bien. Mélie, on a répondu aux interrogations? Oui, une dernière question. Est-ce que le conseil régional ou le conseil départemental vous aide? Oui, c'est ce qu'on disait. On bénéficie d'une subvention du conseil départemental. Et effectivement, c'est ce qui nous permet un petit peu de fonctionner durant toute l'année. Mais ce n'est pas uniquement ça, il y a une contribution aussi du parent, de la personne accueillie. Donc il faut quand même que le parent paye une somme pour son enfant qui est accueilli au KJTL, même si c'est un établissement public. C'est ça. C'est ce que... Oui, parce qu'effectivement, les subventions que nous percevons... c'est pas suffisant. Tout à fait, c'est pas suffisant. Donc effectivement, que le parent aussi soit acteur aussi de la prise en charge de son enfant, c'est aussi c'est une bonne chose, quoi. Vous savez qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Moi, je voudrais, pour le petit mot de la fin, je voudrais demander à Sandrine qu'est-ce qu'elle aimerait dire aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Eh ben, quand je dis tout à l'heure, venez nous voir à Pestac à la Chapelle et venez en famille et passer un bon moment ensemble. Alors là, vous n'avez plus rien à dire, Élodie, pour cette partie. Parce qu'avec une invitation comme celle de Sandrine, on ne peut qu'y être. Moi, je connais quelqu'un qui nous regarde, que je salue, c'est Francis Bertelli, qui est une amie, et je peux vous dire que nous deux, on sera à l'archipel ce jour-là, c'est sûr. Merci. Et on viendra en famille. D'accord. Vous allez venir aussi le 23. Le 23 aussi. Oui. Alors, le 22 à l'archipel. Voilà. Et le 23 à Lamentin. Ok. Au ciné-théâtre du Lamentin. Oui, c'est ça. D'accord. Mais est-ce que le spectacle qu'on va voir, parce que moi je vais venir aux deux, j'ai été invitée, je viens. D'accord. Mais alors, est-ce que ce que je vais voir le 22, est-ce que je vais voir au Lamentin le 23, est-ce que ce sera le même spectacle? Non. Non. Alors il faut vraiment, vous avez entendu, il faut vraiment qu'on y aille aux deux, parce que ce ne sera pas la même chose. Voilà, ça ne sera pas la même chose. Bon, c'est noté, Sandrine. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Est-ce que tu as passé un bon moment? Oui. S'il faut revenir, tu reviendras? Oui. Alors la prochaine fois, je te mets la chaise à côté de moi et on fait l'émission toutes les deux. Ça marche? Ça marche? Sûr, hein? Oui, ça marche. Bon. Alors j'aime bien parce qu'Élodie, elle regarde, elle se dit... elle se dit, waouh! On a une personne au téléphone. C'est vrai qu'à cette heure-ci, on n'a pas l'habitude de prendre des appels, mais il y en a tellement. Donc on va quand même satisfaire l'auditeur ou l'auditrice. Milly, c'est un monsieur? Oui, c'est une auditrice. Une auditrice. Bonsoir, madame. Allô? 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 Bonsoir, madame. Allô, je m'appelle Romain. Bonsoir, Romain. Je m'appelle Romain. Je voulais savoir si les enfants... Je voulais savoir si les enfants de trisomie 21... de trisomie 21 sont au KJTL. Alors, Romain est un petit garçon, à savoir. Oui. J'ai bien compris que c'était un petit garçon. Et Romain, il nous demande si les enfants qui ont la trisomie 21... Alors, je pense qu'il veut savoir si ils sont tous, les enfants en principe qui ont la trisomie 21, passent tous par le KJTL. Je pense que c'est plus ce qu'il voulait. Oui. En fait... Donc, ici en Guadeloupe, en tout cas. Voilà. En fait, au KJTL, on reçoit des adultes. Je pense que, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris dans la question de Romain, c'est est-ce qu'on a des enfants au KJTL. Donc, on a des adultes. Le parcours, justement, en général, il passe d'abord par d'autres types de structures, hein, donc des IME, des IM Pro, et une fois qu'ils arrivent à un certain âge, 18 ans, là, ils passent au KJTL.
Je ne me trompe pas, Philippe. C'est ça. J'ai cru comprendre 20 ans tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. En fait, 20 ans, parce que des fois, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a une loi, la loi, je ne me rappelle plus de la loi, qui permet une prolongation, effectivement, de la prise en charge en IME. Donc, effectivement, parce que des fois, à 18 ans, ces personnes-là ne trouvent pas d'établissement qui puisse les accueillir. Donc, ils ont la possibilité de rester un certain nombre de temps au sein de l'IME, et par la suite, effectivement, ils peuvent, dans la mesure du possible, intégrer une structure comme le KJTL. Alors Romain, les enfants qui ont la trisomie 21 ne vont pas au KJTL, ils y vont quand ils ont 18 ans, quand ils sont adultes, mais sinon enfants, il y a d'autres structures comme les IME qui accueillent ces enfants de trisomie 21. J'espère qu'on a répondu à Romain, ça m'a fait très plaisir d'avoir un petit garçon ce soir au téléphone. Je voudrais vous dire merci. Un petit mot de la fin, Élodie? Bien, j'encourage à ce que ces rencontres se fassent. Donc nous avons plusieurs occasions de rencontres, c'est comme ça que moi je les entends, pour venir mieux comprendre, mieux connaître et pour justement bouger un peu nos représentations sur le handicap, parce que c'est ce qui permettra en fait plus de tolérance et des meilleures valeurs, quoi. Philippe Edouard, je dis que la lutte continue et nous voulons vraiment changer les lunettes du regard. Et Nadine, notre star qui sera sur scène le 22 et le 23. Nadine, qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes qui te regardent ce soir? Parce que les gens viennent. Il faut venir, voilà. Il faut venir, il faut venir. Toute ma famille. Louis, la famille, les amis, tous, on doit venir en famille. Voilà. Merci Nadine d'être revenue. Oui. Tu as passé un bon moment? Super. C'est vrai? Tu reviendras si je t'invite? Oui. Bon, c'est super alors. J'aimerais dire à nouveau, vous dire merci à vous de votre fidélité, remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis ce soir, vous dire merci vous qui avez pris le temps de nous poser vos questions sur le Facebook Santé 10 et vous qui nous avez appelés au téléphone ce soir. Cette gentille dame qui a eu un petit mot très 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 gentil à mon égard qui m'a beaucoup touchée. Je vous fais de gros bisous, merci madame. Et encore merci à toute l'équipe de Canal 10 qui nous permet de faire ce type d'émission. Merci Lisa Rodriguez et merci aux réalisateurs ce soir, Zébris et Daniel. Merci Milly, ma collaboratrice de cœur. Milly qui vient tous les jeudis avec le cœur, juste avec le cœur ici. Merci à vous. Rendez-vous jeudi prochain, même lait, même antenne, sur Jaconet.